Pendant plus de 400 ans, les pharaons égyptiens ont été inhumés dans la vallée des rois. Leurs tombes étaient creusées dans la pierre, mais la chambre sépulcrale était une véritable maison d'or. À cause de son scintillement chaleureux et de sa solidité, les Égyptiens conféraient alors des pouvoirs surnaturels. Selon eux, c'était la chair même du dieu soleil Ré. Le pharaon issu du soleil était un dieu vivant. En l'entourant de la matière divine, les Égyptiens pensaient lui garantir la vie éternelle. Mais il en est allé autrement. La plupart des tombes qui renfermaient des trésors fabuleux ont été ouvertes à l'Antiquité et leur contenu dérobé. Dans le musée égyptien du Caire, on trouve les dépouilles de pharaons qui comptaient parmi les plus puissants. Thoutmosis Ier, Thoutmosis II, Thoutmosis IV, Séti Ier et le grand Ramsès. La minuscule tombe de Toutankhamon a sombré dans l'oubli, tout comme son nom. Sa découverte en 1922 a bouleversé le monde archéologique. Toutankhamon est devenu du jour au lendemain le nom le plus célèbre de l'histoire égyptienne. Ces trésors apportaient une preuve de l'extraordinaire richesse et de la puissance de l'ancienne civilisation égyptienne. Jalousé pour sa fortune, l'Égypte semblait dotée d'une réserve d'or inépuisable. Il était extrait des déserts à l'est de la vallée du Nil et surtout en Nubie, dans le Soudan actuel, où, croyait-on, il n'y avait quasiment qu'à se baisser pour le ramasser. Je coule des statues d'or et d'électrum, ornées de lapis lazuli et de pierres précieuses, proclame une des inscriptions de Toutankhamon. Je construis de nouveaux vaisseaux pour naviguer, et je les couvre d'or pour qu'ils illuminent le Nil. Toutankhamon était l'un des 14 rois de la 18e dynastie. Vers 1550 avant Jésus-Christ, le nouvel empire commence avec Ahmosé, en grec Amosis, le fondateur de la dynastie. Jamais le monde n'avait vu un empire aussi glorieux. À l'apogée, sa sphère d'influence s'étend au nord jusqu'en Syrie et au sud jusqu'au centre du Soudan. Avant le règne d'Ahmosé, l'empire est morcelé. Depuis une centaine d'années, le pays est dirigé par des étrangers. Les Hyksos, qui seraient originaires de Canaan, ont établi une base politique dans le delta du Nil, ce qui leur permet de contrôler les routes commerciales de la Méditerranée. Ils sont avantagés par des techniques militaires plus modernes. Leur hache de guerre est conçue pour transpercer. Leurs arcs, faits de bois, de nerfs et de cornes, ont une très longue portée. Mais c'est leur mobilité qui les rend presque invincibles. Grâce à un char tiré par un cheval, les Hyksos peuvent se déplacer rapidement tout en maniant leurs armes avec une efficacité redoutable.
l'Égypte est sous le joug des étrangers, mais leur domination est de plus en plus mal acceptée. À Thèbes, des souverains locaux se proclament les rois légitimes d'Égypte et finissent par se révolter. Un des membres de la famille royale, le roi Sekenenreta, paiera de sa vie cet acte de rébellion. Le professeur Mohamed Saleh, directeur du musée égyptien du Caire, le confirme. Voici la momie de Sekenreta, mort sur le champ de bataille contre les Hyksos. Quand nous avons ôté les bandelettes qui entouraient son corps, nous avons constaté la présence de tant de mutilations et de coupures que l'on peut être absolument sûr qu'il a dû mourir dans d'atroces souffrances. Les coupures du visage pouvaient seulement provenir d'armes apportées en Égypte par les Hyksos pour la première fois. Une des armes responsables de ces blessures était cette fameuse hache de guerre des Hyksos, dont la longue lame étroite pouvait percer les os. Humilié par la présence de dirigeants étrangers sur le sol égyptien, Sekenenreta prend la tête de la première rébellion contre les Hyksos. À sa mort, son fils présumé, Kamosé, reprend le flambeau. Sur une stèle trouvée à Thèbes est gravé un récit commémorant la haine qui opposait Kamosis au roi Hyksos Apopi. Aussi vrai le puissant Amon est durable, je ne te laisserai pas en paix, promet l'Égyptien à son ennemi. Je ne te laisserai pas fouler les champs sans te poursuivre. Ô cœur infâme, ville asiatique, je boirai le vin de tes vignobles, dévasterai ta demeure, abattrai tes arbres. Les Hyksos siègent dans une ville forte dans le delta du Nil, Avaris. De là, ils dominent l'Égypte depuis un siècle. Comme la tombe de Toutankhamon, Avaris avait disparu sans laisser de traces. Depuis des milliers d'années, le Nil traverse l'Égypte et se divise en plusieurs bras qui forment la riche plaine alluviale du delta du Nil. C'est là que les Hyksos ont bâti leur capitale. Longtemps, les archéologues ont essayé de la localiser. Le limon accumulé au cours des siècles a dissimulé Avaris jusqu'à l'arrivée de Manfred Bietak de l'Université de Vienne en 1965. À la tête d'une équipe d'archéologues autrichiens, il commence des fouilles sur un site appelé Tel el-Daba. Tel signifie colline et désigne généralement une ancienne ville. Des poteries enfouies dans des centaines de fosses indiquent à Bietak qu'il se trouve sur le site d'Avaris. Pour un expert, il est évident qu'il ne s'agit pas d'une ville égyptienne. Les maisons et les temples sont semblables aux constructions de Canaan et de Syrie. Dans les tombes, on a découvert des armes et des poteries Hyksos. Dans les années 90, Bietak fait une découverte majeure, les vestiges d'un palais fortifié.
Entouré d'un mur gigantesque, il se caractérise par une citadelle stratégiquement située sur un ancien affluent du Nil. Bietak suppose que c'était la demeure d'Apophis, le roi Hyksos. Kamosé a menacé d'attaquer Avaris et d'en chasser les Hyksos. Tandis qu'il se prépare à mettre son projet à exécution, Apophis conçoit un plan. Dans le nord du Soudan actuel, se trouve le royaume de Kouch et sa capitale Kerma. Vers 1555 avant Jésus-Christ, un messager quitte Avaris. Sa mission est de traverser le désert en direction du sud pour se rendre à Kerma. Mais il est intercepté avant d'atteindre son but. En 1991, John et Deborah Darnell, de l'Institut oriental de l'Université de Chicago, explorent le désert à une courte distance au nord-ouest de l'ancienne Thèbes, quand ils découvrent par hasard une ancienne route de caravane polie par des siècles d'utilisation. La route les conduit à une colline qu'ils nomment le Djebel Chauti. Cette imminence a une particularité. Elle est recouverte d'inscriptions laissées par des voyageurs qui ont fait une pause à cet endroit. Certaines sont des prières adressées aux dieux, d'autres commémorent des voyages et des événements. Mais la plupart ne sont que des noms et des titres, des graffitis vieux de 4000 ans. Parmi ces inscriptions, certaines sont de véritables œuvres d'art. C'est sans doute une des inscriptions les plus admirables de Chauti. C'est un petit faucon royal portant une double couronne. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que l'artiste a vraiment choisi l'endroit où il allait graver son inscription. Cette traînée sur la pierre, qui est une inclusion saline, a dû suggérer la forme d'un faucon, car il a choisi cet endroit précis pour accentuer son tracé. Nous avons eu beaucoup de mal en essayant de le reproduire. Il était presque impossible de le dessiner de la main droite. Mais nous avions une gauchère avec nous, et elle a réalisé la copie sans problème. Nous en avons donc déduit que l'artiste était aussi gaucher. Les Darnell ont en fait découvert un raccourci coupant directement par le désert qui évite la boucle que fait la vallée au niveau de Kéné et que relièrent d'autres routes à la grande oasis à l'ouest et à la Nubie au sud. Des policiers du désert, placés dans des postes de guet, surveillaient ces routes stratégiques. À la place de ces ruines, s'élevaient autrefois 2 tours d'une dizaine de mètres de haut. Elles ont joué un rôle clé dans la guerre contre les Hyksos. Ces tours gardaient la voie qui menait au Djebel Chauti. Nous savons que ce site était à la frontière de la province thébaine. Il semble qu'à l'époque de Kamosis, ces tours protégeaient les routes caravanières et servaient de base aux policiers qui gardaient la porte étroite du désert, comme l'appellent les Égyptiens, autrement dit la porte de derrière. Cette porte a mené les Hyksos à la défaite.
Apopi espère vaincre Kamosé en forgeant une alliance avec le roi Couchite et attaquer les Égyptiens sur un deuxième front à la frontière sud. Mais son plan échoue quand le messager en route pour Kerma est capturé dans le désert. Kamosis meurt avant que les Hyksos ne soient chassés. Un autre fils de Sékénénré, Ahmosé, fonde la 18e dynastie. Déterminé à libérer l'Égypte, il décide de prendre l'ennemi à son propre jeu en adoptant certaines des armes redoutables des Hyksos. Des chars tirés par des chevaux et conduits par des Égyptiens apparaissent bientôt sur les champs de bataille. Les détails de la victoire sur les Hyksos auraient disparu à jamais si on avait retrouvé une remarquable série d'inscriptions près d'un petit village de Haute-Égypte, El Kab. Sans aucune modestie, un soldat de l'armée du pharaon, appelé aussi Ahmosé, a laissé son autobiographie sur les murs de sa tombe. Viviane Davis, du département des antiquités égyptiennes du British Museum, fait connaître cet homme qui s'est élevé au rang d'officier supérieur et a reçu de hautes décorations pour son courage. La plus grande récompense pour un soldat de l'ancienne Égypte était de recevoir du roi l'or de l'honneur. Cet homme a été décoré à 7 reprises. Il devait être un héros militaire de l'époque. On le voit ici revêtu fièrement de cet or de l'honneur, des bracelets en or massif. Ahmosis s'est illustré pour la première fois à la bataille d'Avaris, vers 1530 avant Jésus-Christ. Ici est retracée une escarmouche dans l'eau près d'Avaris. Il a fait un prisonnier et il est récompensé par son premier Nebu-Enkent, lors de la vaillance. On recevait un bracelet quand un ennemi était tué. J'ai fait un prisonnier et coupé une main, déclare Ahmosé. Couper une main permettait aux Égyptiens de compter le nombre de blessés. Les prisonniers faisaient partie du butin. J'ai ramené d'Avaris un homme et 3 femmes. Sa Majesté me les a donnés comme esclaves. Mais la tombe ne contient pas seulement les triomphes personnels du soldat. La tombe contient aussi une autre information. Her Hakut Waret. Avaris est tombé, le roi Ahmosis a donc vaincu les Hyksos. L'expulsion des Hyksos réunit l'Égypte sous la domination d'un roi égyptien pour la première fois depuis plus d'un siècle. Mais le souverain n'est pas satisfait. Se méfiant des représailles, il accomplit 2 actions décisives. À la tête de ses troupes, le roi Ahmosé traverse le désert et met le siège devant la forteresse des Hyksos à Charouen, au sud de Canaan. Il passe ensuite une alliance. Un homme sautant par-dessus un taureau et le labyrinthe compte parmi les images les plus courantes associées à la mythologie de l'Antiquité. Ces représentations viennent du palais de Knossos en Crète, où aurait vécu le légendaire roi Minos et un animal fabuleux, le Minotaure. La puissante civilisation minoenne contrôlait la mer Égée. C'était un peuple de navigateurs. Les navires marchands de la Crète, véritable plaque tournante commerciale enrichie par le négoce du vin et de l'huile d'olive, sillonnaient la Méditerranée. En 1991, tandis qu'il fouille un palais d'Avaris construit par Ahmosé après l'expulsion des Hyksos, Manfred Bietak et son équipe font une découverte étonnante.
Il trouve pour la première fois sur le sol égyptien des milliers de fragments de fresques minoennes. Il y a entre autres des morceaux d'une fresque similaire à celle peinte sur les murs du palais de Knossos en Crète. La collection la plus surprenante se trouve sur cette table. Elle représente une scène avec 4 taureaux et 4 sauteurs, sur un fond de motifs de labyrinthe. Nous connaissons ces motifs qui viennent du palais de Knossos. Et il est sûr que des artistes minoens sont venus travailler ici. Ils venaient probablement de Knossos, car nous avons ici les emblèmes du palais minoen. Cette frise en demi-rosette à la base de ce motif. L'athlète sautant par-dessus un taureau est un défi sportif qui représente la domination de l'homme sur l'animal. Ce sport avait une signification rituelle pour les Minoens. Il était lié à la cour du roi, tout comme les motifs de labyrinthe et les frises étaient caractéristiques de l'architecture des palais minoens. La présence de tels motifs sur les murs d'un palais égyptien implique qu'une relation étroite existait entre les deux cours royales. Mais de quelle sorte de relation s'agissait-il? Bietak pense que les deux puissances ont fait une alliance avantageuse pour chacun, peut-être même cimentée par un mariage royal. En Écosse, au milieu de collines vallonnées et de bois sauvages, où la magie païenne se mêle au dogme chrétien, se dresse un château royal plein d'inquiétants secrets et de légendes tragiques qui ont inspiré Shakespeare. Ici, Moyen-Âge et ère victorienne se côtoient dans une profusion de témoignages historiques. Partons visiter ces lieux hantés et pleins de mystères. Le château de Glamis, dans un instant, dans les grands châteaux d'Europe. Une fois la sécurité de ses frontières au nord assurée, le roi Ahmosé veut se venger de l'allié des Hyksos, le royaume de Couche. À l'époque, cet empire riche et puissant s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres de la frontière sud de l'Égypte au Soudan. Sa capitale, Kerma, est la plus ancienne et la plus grande ville d'Afrique, si l'on accepte les cités égyptiennes. Aujourd'hui, Kerma est en ruine. Mais son temple massif est en grande partie intact. Il fait environ 320 mètres carrés. Les Égyptiens l'appellent la Defoufa. Bien qu'il ait été dépouillé de son revêtement extérieur, il domine toujours le site. En 1977, Charles Bonnet, directeur de la mission archéologique suisse au Soudan, qui faisait des fouilles à Kerma, a commencé à explorer la Defoufa. Sur le côté, un portail à un battant s'ouvre sur un escalier qui conduit à une petite salle, le sanctuaire intérieur du temple. Près d'un autel de marbre blanc, Bonnet a trouvé des os de moutons et de chèvres, laissant supposer qu'ils devaient être utilisés pour des sacrifices d'animaux. Nous sommes ici au centre d'un monument très énigmatique, qu'on appelle encore aujourd'hui la Defoufa. C'est un nom nubien très ancien qui signifie une élévation faite par l'homme, qu'on voit de loin. Et cette pierre étonnante, un marbre dolomitique, nous n'avons pas retrouvé les carrières dans la région, est un autel. Juste à côté a été retrouvé des restes de moutons et de chèvres, et probablement il s'agit de l'emplacement où on préparait des offrandes aux dieux, des offrandes où on tuait des animaux, on apportait des pains. Nous sommes à l'emplacement du temple principal de la ville. Nous ne connaissons pas le dieu auquel il était dédié, mais nous savons qu'il est en relation avec un culte solaire. De la salle, un autre escalier s'élève jusqu'au toit où étaient accomplies les cérémonies en l'honneur du dieu Soleil.
À une quinzaine de mètres de hauteur, le bâtiment domine une ville autrefois très importante. À son apogée en 1550 avant Jésus-Christ, Kerma devait inspirer la crainte et le respect. Un mur fortifié de 9 mètres de haut entourait les demeures et les jardins de la noblesse, la salle d'audience du roi, le palais et le complexe religieux. Recouvert de plâtre blanc, avec des pylônes de plus de 20 mètres de haut, l'édifice était magnifique, même à l'échelle égyptienne. Située sur les rives du Nil, où passe la principale route commerciale reliant le nord au sud, la ville s'est enrichie non seulement grâce à l'or, mais aussi en contrôlant les échanges de marchandises exotiques, comme l'ivoire, l'ébène, l'encens, les animaux sauvages, et les esclaves, qui venaient du centre de l'Afrique pour être vendus en Égypte et plus loin. Mais comment un royaume de plusieurs milliers d'habitants pouvait-il subvenir à ses besoins dans ce désert aride ? C'est un des grands mystères qui entourent Kerma. Pour en savoir plus, Derek Welsby du British Museum et son équipe ont exploré une surface de 1800 km² au sud de la ville, laquelle n'avait pas été fouillée jusque-là. Ils ont découvert 400 sites datant pour la plupart de l'époque de Kerma. En les plaçant sur une carte, on s'est rendu compte qu'ils suivaient 2 bras du fleuve asséchés depuis. Les rives sont marquées par les lignes de végétation de ce côté et de celui-là. Le bras à cet endroit fait environ 70 mètres de large. Il est presque orienté plein nord. La découverte de ces 2 bras du Nil, ainsi que son cours actuel, donne un aperçu de la richesse agricole de cette région à l'époque de Kerma. Si la vallée était irriguée par 2 bras du Nil, les paysans disposaient de centaines d'hectares de terres arables. Il y avait certainement un réseau pour approvisionner Kerma, la capitale, qui se trouvait à 55 km au nord. Ces villages comportent en général un grand nombre de magasins, où les produits étaient peut-être entreposés avant d'être envoyés à Kerma, le centre administratif. Derek Welsby a fait une autre découverte très instructive. La nature a joué un tour cruel à Kerma et au royaume de Couche. Vers 1500 avant Jésus-Christ, les 2 bras du Nil commencent à s'assécher et la nourriture à se faire rare. Mais venant du nord, une menace plus immédiate pèse sur le royaume au moment de cette crise. La campagne égyptienne, lancée par le roi Ahmosis pour faire capituler ses voisins du sud, entre dans sa 3e décennie. La basse Nubie est tombée sans grande résistance depuis des années. Mais l'opposition est plus forte à l'intérieur du pays. Le soldat Ahmosis qui s'est battu avec tant de bravoure à Avaris est monté en grade. Il est désormais guerrier du souverain et sert dans l'armée de Thoutmosis Ier. Vers 1500 avant Jésus-Christ, le pharaon se rend en bateau au cœur du royaume de Couche, au niveau de la 3e cataracte du Nil, pour la bataille finale. À quelques kilomètres au nord de Kerma, le combat s'engage entre l'armée de Thoutmosis et les Nubiens. Sa Majesté a visé et sa première flèche a percé la poitrine de l'ennemi, raconte Ahmosis. L'ennemi a fait demi-tour pour s'enfuir. Ils ont été massacrés et leurs proches emmenés comme esclaves.
La flèche toujours plantée dans la poitrine, le chef nubien est pendu la tête en bas à la proue du navire de Thoutmôsis, en guise d'avertissement macabre. Le pharaon pille et brûle la capitale couchite. Une inscription sur un rocher à Tombos, pas très loin de Kerma, commémore la victoire. Il a renversé le chef des Nubiens, aucun d'eux n'a survécu. Les archers nubiens massacrés gisent dans leurs plaines, leurs viscères remplissent les vallées, leur sang ruisselle comme la pluie. Par cette conquête, l'Égypte met la main sur les plus importantes réserves d'or de l'Antiquité. Le métal précieux et les denrées exotiques africaines viennent enrichir le trésor des pharaons. Dans les tombes, des peintures montrent des Nubiens apportant leur tribut sous forme d'or à l'Égypte. Une fois l'or pesé, des scribes notent soigneusement son poids dans les registres. Des inscriptions datant de l'époque de Thoutmôsis III, le petit-fils du conquérant de Couche, relatent qu'à 3 reprises, les mines nubiennes envoient plus de 9000 d'ébène d'or par an pour l'Égypte, c'est-à-dire plus de 820 kg d'or. Des millions de francs aujourd'hui. Décidé à annexer la Nubie, l'Égypte pratique une politique d'assimilation délibérée. Emmenés en Égypte comme otages, les fils des dirigeants nubiens sont installés au palais et reçoivent la même éducation que les enfants du pharaon. Ils apprennent la langue égyptienne, portent des vêtements égyptiens et reçoivent même des noms égyptiens. Ils retournent ensuite chez eux pour servir le gouvernement colonial. Le personnage le plus haut placé est le vice-roi de Couche. C'est le gardien des terres de l'or, chargé de veiller à ce que les richesses nubiennes continuent d'affluer vers l'Égypte. Mérimès, un vice-roi célèbre, aurait servi pendant 30 ans sous Amenophis III, vers 1390 avant Jésus-Christ. Son portrait est gravé sur la grande stèle de Tombos. Les noms de son maître apparaissent dans 2 ovales, des cartouches. Sous les cartouches apparaissent 2 prisonniers nubiens, symboles de la domination égyptienne. Mérimès a obtenu une tombe à Thèbes en récompense de ses services. Elle comprend 3 sarcophages superbement sculptés. Il a eu des funérailles exceptionnelles pour un homme du commun, car le roi le tenait en haute estime. Son souverain, Amenophis III, est le 9e pharaon du Nouvel Empire. Son règne a marqué l'apogée de l'âge d'or. À sa mort en 1352 avant Jésus-Christ, il est certainement l'homme le plus riche du monde. L'opulence de sa cour est sans rivale dans l'Antiquité. Pendant son règne qui a duré presque 40 ans, il a transformé le paysage de la vallée du Nil. Il a construit un temple magnifique à Luxor, fait des ajouts importants au temple d'Amon-Ré à Karnak et érigé des centaines de statues, dont le colosse de Memnon à Thèbes.
Les autres pays du monde méditerranéen envient l'Égypte et le prestige du pharaon n'a jamais été aussi grand. Les rois étrangers lui écrivent pour le prier de leur envoyer de l'or. Grand roi, roi d'Égypte, mon frère, dans ton pays l'or est comme la poussière, il n'y a qu'à le ramasser. Pourquoi es-tu si avare? J'ai commencé à construire un nouveau palais, envoie-moi tout l'or dont j'ai besoin. Mais pendant le Nouvel Empire, plus d'or entrait en Égypte qu'il n'en sortait. Même ceux qui servaient le pharaon en bénéficiaient. L'une des grandes aspirations de l'élite égyptienne était de posséder une tombe superbe, une maison d'éternité, où étaient peintes des scènes colorées. En haut d'une colline, sur la rive ouest du Nil, à Thèbes, se trouve la tombe de Souemnout, un échanson royal, récompensé pour avoir servi Aménophis II. L'égyptologue Betsy Bryan de l'université Johns Hopkins à Baltimore, dans le Maryland, a conclu qu'il devait être assez riche pour engager l'importante équipe de peintres et d'apprentis qui ont décoré sa tombe. Ici, dans ce coin, nous avons un travail réalisé par un véritable artiste, un spécialiste qui n'a même pas eu besoin d'utiliser la grille que l'on trouve sur les murs ailleurs dans la tombe. Il était capable de venir ici et de concevoir ces statues royales sans aucune grille, utilisant un pinceau minuscule avec lequel il était capable de dessiner le corps du roi et d'en faire les contours plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il obtienne la silhouette qu'il voulait. Ensuite, il l'a remplie avec différentes couches de couleurs. Celle-ci aurait certainement été terminée en noir pour indiquer la résurrection du roi. L'autre devait avoir la peau jaune, tandis que celle-là était sûrement rouge une fois achevée. Sans grille, il est très difficile de positionner les proportions. Pourtant, cet homme les a réussi à la perfection, car c'était un grand spécialiste. Un maître de la peinture pouvait peindre un mur à main levée. Pendant que les apprentis pratiquaient leur art au profit de l'élite et des riches, seuls les plus grands maîtres avaient accès à la tombe des pharaons. Le plus grand et le plus bel hypogée de la vallée des rois est celui de Séti Ier. L'un des rares à avoir été terminé, il est fait de plusieurs salles reliées par des couloirs qui descendent à la chambre sépulcrale, à une centaine de mètres de l'entrée. Creuser une tombe prenait environ 2 ans. La décorer était encore plus long. À cause de l'énorme quantité de travail requis, l'élite des artisans était en permanence assignée à la construction des tombes royales. À quelques kilomètres de la vallée des rois, se trouve Deir el-Médina, un village qui abritait les maçons, les sculpteurs, les dessinateurs, les charpentiers de la place de vente de la nécropole. Ils se transmettaient leur art de père en fils. Possédant une éducation peu courante pour l'époque, les ouvriers écrivaient tout, du prix de la nourriture à la liste de leurs tâches, sur des papyrus ou des éclats de poterie et de calcaire, appelés ostraka. Ces archives montrent qu'il s'agissait d'un village assez riche, comme le laissait présager la taille et la qualité de leurs tombes. Malgré la prospérité de l'Égypte,
Des nuages s'amoncellent à l'horizon. À la mort de Séti Ier en 1279 avant Jésus-Christ, les dieux qui comblent l'Égypte de leur faveur depuis si longtemps semblent se désintéresser de l'Empire. Au nord, les Hittites menacent les Égyptiens. En 1274 avant Jésus-Christ, le successeur de Séti, Ramsès II, livre bataille à Kadesh en Syrie. Célébrée sur les murs des temples égyptiens comme une grande victoire du nouveau roi, elle aboutit à un statu quo qui s'achève par le premier grand traité de paix connu de l'histoire. La bataille de Kadesh marque la fin de l'âge impérial. Comme pour mieux le souligner, la source d'or nubienne se tarit à la suite de changements climatiques qui rendent le désert plus aride, donc plus difficile à traverser. Le don annuel de Ramsès III au temple de Karnak n'est que de 9 d'ébène d'or, environ 8 kg, une misère en comparaison de la prodigalité de ses prédécesseurs. Certains Égyptiens puisent dans les réserves d'or qui sont à portée de main. La nuit, les ouvriers qui autrefois servaient fidèlement leur pharaon pillent les tombes royales. Ce procès-verbal d'interrogatoire relate les aveux du maçon Amen Pandoufé. Nous avons ouvert les cercueils extérieurs et intérieurs où se trouvait la noble momie du roi. De nombreuses amulettes et des parures d'or entouraient son cou. Nous avons volé beaucoup d'objets et nous nous les sommes partagés. 20 d'ébène d'or par personne. Puis nous avons brûlé la momie. Craignant pour sa sécurité, même après sa mort, le dernier grand roi du Nouvel Empire, Ramsès XI, quitte Thèbes en 1070 avant Jésus-Christ. Sa tombe est inachevée et aucun pharaon ne sera plus enterré dans la vallée des rois. Ironiquement, c'est le gouvernement égyptien, plus que les pillards, qui videra les tombes de la vallée. En plein bouleversement politique et économique, l'autorité centrale s'effondre, le pays se divise en deux. L'or diminuant, les tombes royales représentent une tentation irrésistible. Sous prétexte de protéger l'héritage égyptien des voleurs, les momies royales sont systématiquement retirées de leurs tombes, dépouillées de leur or et de leurs trésors, avant d'être enterrées à nouveau dans 2 cachettes secrètes. Elles y resteront pendant 3000 ans. À la fin du 19e siècle, on les redécouvre et on les transporte au musée du Caire. Une seule tombe a été préservée. Aujourd'hui, la tombe oubliée de Toutankhamon nous permet de rêver des richesses inouïes que devait posséder l'Égypte ancienne.